Quelle analyse faire de la conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko? L'état des finances publiques? Quelle lecture faire des chiffres avancés? Quels sont les non-dits de cette déclaration? Pour parler de toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 29 septembre 2024 Ibnou Sougou Farah, économiste de l'énergie et spécialiste des risques financiers, et Mbaye Sylla Khouma, économiste du développement, consultant international en promotion des investissements et développement des secteurs privés. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 29 septembre 2024, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Mbaye Sylla Khouma, économiste du développement, consultant international en promotion des investissements et développement du secteur privé et aujourd'hui PCA de l'ISRA, c'est ça? Ibnou Sougou Farah, économiste de l'énergie spécialisée des risques financiers. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le Premier ministre a fait une conférence de presse, monsieur Ousmane Sonko, en parlant de l'état dans lequel ils ont trouvé le pays. Les chiffres ont été avancés, énormes par rapport au déficit du Sénégal. M. Ousmane Sonko, en résumé, a dit que les chiffres qui ont été donnés aux Sénégalais depuis plusieurs années sont de faux chiffres qui ne reflètent pas la réalité de l'économie sénégalaise. Mbaye Sylla Khouma, comment peut-on analyser cette sortie et ces informations qui ont été données aux Sénégalais? Alassane, merci beaucoup encore pour cette invitation à E-Media. C'est un plaisir. Le groupe m'a manqué, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur vos plateaux. Vous êtes le bienvenu. Et j'en profite aussi pour saluer vos auditeurs, téléspectateurs qui nous suivent, de saluer donc Ibnou, mon parent du Mbakol, et de dire en fait, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on dépassionne ce débat-là, et surtout qu'on le dépersonnalise. Il ne s'agit pas d'un rapport Sonko, d'un rapport Diomaye, d'un rapport de quelques ministres que ce soit. C'est un rapport du ministère des Finances, une équipe supervisée par l'IGF, l'Inspection générale des finances, et qui répond à une directive de l'UEMOA. Je vais vous lire un peu ce que la directive dit. Cette directive qui a été donc traduite par une loi au Sénégal, la loi 2012-22 du 27 décembre 2012, Pastef n'était pas au pouvoir, répond effectivement à une directive de l'UEMOA qui dit, je cite, dans les 3 mois suivant chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement, fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les 3 mois qui suivent. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Maintenant, ce que j'entends, c'est pourquoi on a parlé de ces chiffres? Comme si on était dans une logique de Yakder. Non. Nous sommes dans une logique où le gouvernement doit dire ce qui s'est passé. C'est là, l'UEMOA dit, quand vous arrivez, vous avez 3 mois pour faire cet audit et 3 mois pour le faire confirmer par la Cour des comptes et le publier. Certaines demandent pourquoi le Premier ministre n'a pas attendu que la Cour des comptes valide ces chiffres qui devaient sortir le 7 octobre prochain. Bon, maintenant vous savez, il y a, comme on disait quelqu'un, en politique, il y a ce qui se dit le jour et ce qui se dit la nuit. C'est un vieux Gabonais qui me mentorait à l'époque qui me le disait. Mais le président avait dit que les chiffres seront donnés par la Cour des comptes. Oui, là, en fait, les chiffres seront confirmés audités par la Cour des comptes. Mais c'est le gouvernement qui va toujours devenir en face. Parce que la Cour des comptes, en fait, généralement, vous voyez qu'il publie, mais il n'apparaît jamais. C'est des magistrats. Est-ce qu'il n'y a pas un calcul politique en sortant les chiffres, avant que la Cour des comptes dise, vu qu'on va vers une élection législative anticipée au mois de novembre prochain, est-ce qu'il n'y a pas une précipitation de devancer la Cour des comptes? Voilà, maintenant vous posez effectivement, Alassane, la question qui est une question hautement politique, à laquelle moi j'aurais du mal à répondre parce que je ne suis pas dans le calendrier, je ne suis pas dans les discussions, mais j'ai même l'impression que la Cour des comptes a peut-être même dû donner son aval ou donner en fait son blessing. Parce que cet audit, le FMI en a été informé. Je ne suis pas certain que dans les couloirs des ministères ou dans les audiences qu'il y a eu entre le FMI et le gouvernement, que les résultats de l'audit même n'aient pas été publiés. Off the record, comme on dit en anglais, off the record. Maintenant, comme on va vers des élections, tous les calculs sont effectivement des calculs qu'on peut effectivement poser sur la table. Oui, mais Sougou Farah, les Sénégalais se demandent aujourd'hui ces chiffres qui sont sortis en disant que c'est des chiffres faux. Comment des institutions comme la Banque mondiale et le FMI qui sont au Sénégal peuvent-ils valider ces chiffres qui sont faux?
quel est le rôle, quel est le contrôle qu'il doit faire sur les chiffres qu'on leur donne? Merci beaucoup Alassane de m'inviter dans cette émission aujourd'hui. Je salue Grand Mbaye Khouma, que j'ai le plaisir de rencontrer ici. Et puis j'en profite aussi pour saluer les auditeurs et tout le monde. Moi, ce que je vais dire sur ça, c'est que, Alassane, je pense qu'il y a une étape qui a été franchie. D'abord, c'est presque sans précédent. On n'a jamais vu, quand même, après des élections, le pouvoir entrant, s'asseoir et publier les comptes, dire ce qui se passe, mettre au vu de tout le monde l'état des lieux. Et ça, c'est très important dans une démocratie, parce que l'information sur les états financiers du pays aide tout le monde à bien se positionner et prendre des décisions. Absolument. Vous voyez, donc je salue l'acte du Premier ministre dans ce cas-là. Et j'ai vu aussi que le ministère des Finances, de l'économie est sorti avec les chiffres. Ces chiffres maintenant, est-ce que c'est vrai ou non? Ce qu'on doit d'abord regarder, c'est le fait de venir publier devant tout le monde et susciter quand même le débat, de discuter sur ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Maintenant, au niveau du FMI et de la Banque mondiale, eux, ils sont en dehors du jeu politique et tout ça. C'est nous qui leur donnons les chiffres. Validés ou non, les économistes vont s'asseoir et les financiers discuter et savoir qu'est-ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais est-ce que justement les FMI et la Banque mondiale ont la capacité de vérifier les chiffres qu'on leur donne? Oui, mais c'est historique. Nous avons une relation quand même très, très, très longue. Ces institutions de Bretton Woods, ils sont partout quasiment. Donc, même si les chiffres ne sont pas vrais, ils ont l'habitude de voir ça. Et sur le déficit public, par exemple, je vais vous dire, sur le déficit public, nous avons des déficits publics depuis très longtemps. C'est clair. Donc, le fait qu'on a dit en anglais « cook the book », cook the book, c'est pour les états financiers, changer les états financiers, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais bon, dans l'ordre de l'émission, on peut discuter et savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces choses-là. Mais au-delà de cette polémique sur les chiffres qui sont vrais, qui ne sont pas vrais, peut-être qu'après, dans quelques jours, on saura ce qui est réellement passé. Mais la vie des Sénégalais dans tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'on a amélioré la vie des Sénégalais? Est-ce que depuis 1960, depuis les indépendances, les Sénégalais vivent-ils mieux? Les Sénégalais, c'est clair, pour moi, ne vivent pas mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais peut-être rebondir sur la question que vous avez posée sur les risques posés par la publication des chiffres. Le Premier ministre lui-même a posé les deux scénarios en disant oui, ça peut nous coûter que les bailleurs disent donc vous êtes capable de falsifier. La confiance peut tomber. Les bailleurs peuvent dire oui, mais vous avez l'honnêteté de dire des choses effectivement que vous aurez pu cacher. Le lendemain, la presse a dit que les eurobonds ont chuté. Oui, les eurobonds. Dollars. Vous savez, les eurobonds qui chutent, ça c'est les obligations. En fait, les eurobonds sont toujours traduits du moins en obligations. Mais le marché marche sur la base de la confiance. Oui, bien sûr, oui, absolument. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est dans la durée. Parce qu'il n'y a pas effectivement que la question peut-être de l'endettement ou la question du déficit qui gère donc le comportement des obligations. La stabilité politique joue un rôle. Est-ce que le pays a des ressources pour pouvoir rembourser dans le futur? Joue un rôle. C'est une question de confiance. Donc, je vous donne juste un exemple. Quand le président Macky Sall avait déclaré le 3 février que les élections sont reportées, immédiatement, les obligations du Sénégal ont chuté. Le marché, oui. Parce qu'en fait, les obligations qui chutent, c'est tout ce qui détenait des obligations sur le Sénégal, essaie de les vendre. Donc, c'est une question de l'offre et de la demande. Donc, si tout le monde vend un produit, ce produit, effectivement, tout de suite, voit son prix baisser. Si la crédibilité des comptes sont entamées, les gens vont vendre. Oui, absolument. Maintenant, la question de la confiance, peut se poser. Mais vous savez, moi, je suis très à l'aise. Je n'étais pas encore PCA de l'ISRA. Je ne suis pas membre de PASTEF, d'ailleurs. Bien sûr. Mais en 2017, j'avais commencé à dire attention. Moi, j'ai des doutes sur les chiffres qui sont publiés pour le PSE. Et je n'étais pas le seul. Le père Abdou Mbaye était même plus virulent que moi. Lui, il disait que toute la statistique n'est que mensonge. Moi, je ne disais pas ça. Moi, je disais, j'ai des doutes. Et j'avais des doutes et j'avais écrit, tout le monde me lisait, que ce que je crains que le Sénégal est en train de faire, la Grèce a déjà fait la même chose. La Grèce, pour entrer dans l'Union européenne, avait maquillé ses chiffres
par le gouvernement socialiste entre 1997 et 2001. Donc quand les gens se disent oui, mais un gouvernement ne peut pas. Si, un gouvernement peut. Le seul problème, c'est qu'un gouvernement ne peut pas le faire pour l'éternité. Tôt ou tard, on saura. Donc la Grèce l'a fait entre 1997 et 2001. Et pour entrer dans l'Union européenne, avait présenté des critères de convergence qui étaient des critères extrêmement mirobolants. Tout était beau, déficit à moule, voilà. Et quand la droite prend le pouvoir, la droite fait la même chose que ce que le gouvernement du président Diomaye a fait. C'est audité. Et l'audit avait effectivement montré que la Grèce était dans une situation complètement de ruine. Et la bourse au niveau mondial, parce que c'était l'Union européenne, a commencé tout de suite à s'agiter. L'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Les gens se sont réunis. Ils ont dit oui, mais est-ce qu'on va sanctionner les gens qui ont dit la vérité? Est-ce que c'est quelque chose de logique? Ou on va effectivement peut-être plébisciter ceux qui nous ont menti pendant 5 ans? Et c'est là que l'Allemagne, avec Mme Merkel, a dit nous allons effectivement aider la Grèce à sortir de l'ornière. Et dans le communiqué même du FMI, sur sa page, quand vous êtes sur la page du FMI, on a l'impression que le FMI savait cette situation-là parce qu'il parle de transparence et puis de voir ensemble comment régler cette situation-là. Donc, on est dans une situation où les comptes-là, en fait, pour moi, je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont vrais ou pas. Ils ont été établis par les fonctionnaires de l'État du Sénégal. Monsieur Ousmane Sonko est incapable de faire un audit. Il n'a pas été formé pour faire un audit. Il a été formé pour aller peut-être vérifier une situation fiscale d'une entreprise, mais l'audit, c'est un métier. Ça, c'est l'IGF qui sait le faire, c'est la Cour des comptes qui sait le faire. Donc, ce que ce document-là sort, et qui a été lu par des ministres même qui ne sont même pas de PASTEF, même s'ils sont dans le gouvernement, El Aminoulo, c'est un technocrate qui n'appartient à aucun parti, Abdourahmane Sarr, il avait son propre parti. Moi, je ne peux pas effectivement remettre en cause un document fait par des fonctionnaires du ministère des Finances, des fonctionnaires qui ont travaillé pendant 3 mois. Pour moi, ils sont capables donc, les fonctionnaires, de falsifier les chiffres? Oui. Si c'est eux qui les donnent? Oui. Ils sont capables de le faire, de falsifier les chiffres? Non, en fait, c'est pour ça que la Cour des comptes, qui sont des magistrats, la directive de l'UEMOA est très claire. Les chiffres doivent être authentifiés par la Cour des comptes. D'accord. Voilà. Oui, mais dans tout ça, moi, la question fondamentale, c'est que est-ce que les Sénégalais vivent mieux depuis 1960? On parle du Sénégal, du développement, tous les pouvoirs viennent avec le programme. Est-ce qu'on vit mieux par rapport à ça? La situation économique du Sénégal. Merci Alassane. Bon, je vais rebondir un peu sur les eurobonds pour expliquer quand même c'est quoi. Parce que depuis que je suis revenu, j'entends parler des eurobonds, des obligations. Vous voyez, et toujours, je vois des explications des fois qui ne me satisfont pas. D'abord, pour dire que les eurobonds ont chuté, on ne dit pas ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Les eurobonds ont chuté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Vous voyez pourquoi? Une obligation est un instrument de dette qu'un État ou une corporation vend, tout simplement, et il y a des acheteurs pour cela. La mesure du risque d'une obligation, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qui est assujetti à cette obligation. Donc, pour mesurer le risque d'une obligation, par exemple, s'ils disent que c'est chuté, non, la mesure doit être ce qu'on appelle le credit spread, l'écart de crédit. Une obligation est émise, il est assujetti à un taux d'intérêt variable, qui est la plupart du temps indexé sur le SOFR, qu'on appelle Secure Overnight Financial Rate, ou bien avant c'était le LIBOR, plus quelques points de base. Donc, quand c'est émis cette obligation, la mesure du risque, c'est le taux d'intérêt qu'on a mis sur cette obligation, son écart par rapport à la référence. Donc dire que par exemple les obligations ont chuté, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Le prix peut-être, parce que comme c'est un actif qui est commerciable, peut aller un peu, mais la mesure normalement c'est le credit spread. Et moi j'ai vérifié, les obligations, les écarts de crédit n'ont pas fait ça. Oui, mais pour le paysan de Djidakhar, pour le paysan de Djidakhar, ou bien de Fongolembi, qui veut lui vivre mieux, pourquoi depuis lors on n'arrive pas à améliorer sa vie? Ok, bon. Je vais dire quelque chose chez nous. Je vais emprunter quelque chose des Américains qui disent que le système français est dysfonctionnel. Ils le disent. France is a dysfunctional state. Nous, et je suis d'accord avec eux. Pourquoi? Parce qu'ici, le Sénégal, on ne fait que
ressembler aux Français. Vous voyez comment ils fonctionnent avec leur pays et tout ça, leurs institutions. Nous, on n'a jamais pu se démarquer de cela, prendre nos décisions et tenir tout ce qu'on a en main et innover selon comment on vit. Vous voyez, donc ça, on n'a jamais pu le faire. La pauvreté qui sévit dans notre pays, pourquoi on ne déclenche pas? C'est toujours parce que aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'inventer ou d'innover sur cet état-là, sur nos institutions. Si vous voyez, Alassane, il y a à peu près 1 an, j'ai écrit un article que j'ai appelé « La nécessité de refonder une nouvelle république ». On doit créer une nouvelle république. Tout doit changer. Ce nouveau pouvoir, ils ont un élan et je pense qu'ils doivent aller dans cette direction-là. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et changer la façon de faire, amener un nouveau paradigme. Ça, c'est vraiment imminent, c'est important pour nous. Donc je pense que nous devons mettre l'accent sur cela, essayer de changer. Et je ne dis pas tout simplement changer les institutions, mais changer les institutions financières, les institutions juridiques, tout, parce qu'on doit s'adapter aujourd'hui au monde avec ce qui se passe. Quelque chose que je voudrais vraiment nommer aussi, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, les anglo-saxons, ils sont extrêmement en avance sur nous. Et on doit regarder ce qu'ils font. Ce monde aussi est dirigé par l'Amérique. Toutes les innovations technologiques, financières, tout, c'est eux. Et nous devons faire tout exactement pour voir ce qu'ils font. Puisque on parle de quoi? De transparence. Alassane, est-ce que vous saviez que seuls les Américains viennent ici et nous disent tout simplement que la transparence est extrêmement importante pour eux. Ils le disent. Tous leurs fonds, tout ce qu'ils sortent ici, ils nous disent que c'est la transparence. Les autres, parce qu'il y a un corrompu, mais il y a un corrupteur. Tous les autres pays, quand ils viennent ici, incluant, je ne sais pas, je ne veux pas nommer, mais s'ils viennent ici, ok, ils sont là pour leurs intérêts, mais les Américains, on voit que même au niveau du MCA, quand ils viennent ici, ils nous parlent de transparence tout le temps. Oui, donc, justement, lors de la conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko, il a dénoncé une corruption pratiquement généralisée dans ce pays-là, à tous les échelons. Oui, il y a la corruption, mais aussi il y a les corrupteurs. Parce que, par exemple, un pays qui vient ici, les pays intermédiaires, par exemple, ou les pays... il y en a beaucoup de pays qui ne prennent pas leurs citoyens au risque et leur dire, par exemple, vous devez respecter ce pays et ne pas venir corrompre. Seuls les Américains le font. Un citoyen américain ne peut pas venir ici et maintenant essayer de corrompre nos officiels. Il doit répondre à son État. Et quoi encore? Il y a là le Freedom of Information Act. C'est quoi? Si, par exemple, une entreprise américaine vient ici et fait quelque chose, vous voyez, c'est reporté directement aux États-Unis et que tout le monde peut aller voir ce qu'il a fait ici, qui il a corrompu. Les autres pays ne l'ont pas. Et donc, si on appelle les gens à la transparence, je pense qu'on a quand même une contrepartie qui est valable, qui est là, qu'on aurait pu, par exemple, travailler avec beaucoup. C'est vraiment important. Aujourd'hui, la situation économique semble difficile parce que l'ANSD, l'Agence nationale des statistiques, a fait état, au mois de septembre, là, d'un taux de chômage de 21,6% au deuxième trimestre, en hausse de 3% par rapport à la même période en 2023. Les jeunes continuent à prendre les bateaux et partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très bien d'avoir prononcé le nom de l'ANSD parce qu'en fait, souvent on entend les gens dire, le FMI a dit, le FMI en fait ne vient pas avec des chiffres. Le FMI n'a pas de chiffres sur le Sénégal. Le FMI travaille avec les chiffres officiels du Sénégal que le Sénégal lui fournit. Absolument. Et donc ces chiffres maintenant qui viennent de l'ANSD ou de la direction de la prospective sont maintenant moulinés dans leur modèle économétrique et ils sortent les agrégats. Mais les chiffres viennent de nous. Comme on dit en anglais, la machine ne fait que mouliner les choses qu'on lui donne. On dit garbage in, garbage out. Si vous mettez des ordures à l'entrée, vous avez des ordures à la sortie. Si vous mettez des pommes à l'entrée, vous avez des pommes à la sortie. Donc ça, en fait, toute la statistique dépend de ce qu'on a comme hypothèse de départ. Donc le FMI travaille avec ces chiffres. Et je suis heureux que vous prononciez donc cette question du chômage. Parce qu'en fait, le développement économique, c'est la création d'emplois. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est aussi simple que cela. C'est le bien-être des populations. C'est clair et net. Parce que c'est l'emploi qui crée une redistribution de revenus, du pouvoir d'achat, de la consommation, et vous créez un cercle vertueux. Quand le PSE a été mis en place, moi je faisais partie des gens qui disaient non, attendons à l'exécution. Parce qu'en fait,
la stratégie, c'est la chose la plus facile à faire. S'asseoir. Vous mettez toutes les jeunes personnes, même ici des écoles de formation, qui sont en dernière année de MBA, écrire une stratégie, c'est facile, on vous l'apprend. Mais il faut la mettre en œuvre. Donc le PSE, en arrivant, a dit la structure de l'économie n'est pas bonne. C'était vrai. Un secteur primaire qui concentre presque 65% de la population, qui contribue pour 15%. Un secteur secondaire qui doit effectivement transformer, donc manufacturer les biens donc, du secteur primaire qui est à 25%, et plus de 60%, 65% dans les services, que sont effectivement le commerce, le transport. Donc, c'était pas bon comme structure. Le PSA a dit qu'il faut nécessairement transformer structurellement l'économie sénégalaise. C'était bien sur le principe. Malheureusement, à l'exécution, après 12 ans de PSE, on n'a créé ni emploi, ni exportation, ni transformation. Et ça, je ne le dis pas parce que je suis contre qui que ce soit, je le dis... Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous savez, dans un pays, il faut à un moment donné des consensus sur qui doit faire quoi. Moi, très tôt, quand j'ai vu les responsables donc, du PSE rivaliser d'ardeur dans la mobilisation de militants pour le chef de l'État, j'ai commencé à dire, ah, ça sent pas bon. Il y a des postes qui sont des postes hautement techniques. Et quand vous les occupez, vous n'avez même pas le temps de recevoir des militants en audience. Je l'ai déjà dit un jour, ça avait énervé quelqu'un, parce que j'ai été à l'APIX, j'ai vu la DG de l'APIX, à l'époque qui était ma patronne, Amy Tignan, travailler. Un DG de l'APIX, c'est valable pour un DG du port, c'est valable pour un DG de... ne peut pas faire son boulot normalement et recevoir des militants à longueur de journée. C'est pas possible. Il faut effectivement faire la part des choses. Donc quand j'ai vu le PSE se politiser, j'ai commencé à douter des chiffres et je l'ai écrit, on était en 2017, j'ai dit, j'ai peur que pour embellir les résultats du PSE, qu'on traficote, comme la Grèce. Et à l'arrivée, c'est ce qui s'est passé. On s'est donné des choses qu'on n'a pas. Et ce rapport, qui est un rapport de transparence, qui a été fait par des fonctionnaires sénégalais sortis de nos meilleures écoles, c'est pas un rapport Sonko, c'est pas un rapport Diomaye, c'est pas un rapport Aminlo, c'est pas un rapport Abdourahmane Sarr, c'est un rapport d'une équipe pilotée et supervisée par l'IGF. Et je suis certain que le 7 octobre, le rapport là sera le rapport que la Cour des comptes aura identifié. Parce que la Cour des comptes, les Sénégalais ne se souviennent pas souvent, a déjà épinglé plusieurs fois dans ses rapports et Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Ba. Il y a eu effectivement beaucoup d'échanges extrêmement durs entre la Cour des comptes et le ministère du Budget et des Finances, parce que la Cour des comptes, c'est des magistrats indépendants, on y rentre par concours. Ils ont plusieurs fois dit le budget que vous exécutez là n'est pas bon. La manière dont vous amortissez la dette, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, quand le Sénégal a annoncé 7 000 milliards de budget, mais tous ceux qui savent comment se fait un budget, on dit c'est pas vrai, tout simplement parce qu'ils ont mis dans les charges l'amortissement de la dette alors qu'on ne doit pas la mettre. Donc le budget, quand ils sont partis au FMI, on leur a dit le budget n'est pas sincère. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à crier oui, on a rejeté le budget. Mais ce n'était pas le budget de cette équipe-là, c'était le budget de l'équipe passée. Donc, en fait, il faut qu'on se remette dans une situation où au Sénégal, on est capable d'oublier les noms, d'oublier les politiciens et de parler de choses vraies. Donc les Sénégalais ne vivent pas mieux, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les dizaines de milliers de gosses qui traversent la mer et qui laissent leur vie, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'emploi. Les 300 ou 400 ou 500 000 Jakartamans qui sont dans la nature, dans le Sénégal, dans tous les carrefours, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. L'emploi, ça se crée au niveau du secteur secondaire. Et malheureusement, le PSE n'a pas pu changer d'un iota la contribution du secondaire en 12 ans, malgré plus de 46 000 milliards de budget alloués à cette équipe et une dette qui est passée de 3 000 milliards à 15 000 ou presque 16 000 milliards. Donc les Sénégalais vivent mal, ils ne vivent pas mieux. Je pense que le diagnostic qu'il a fait, qui a fait que l'équipe qui a été sanctionnée par les Sénégalais, parce que les Sénégalais ont trouvé qu'ils n'ont pas trouvé mieux par rapport à... Mais ceux qui sont là, ils sont là depuis 6 mois. Ils ont promis un projet aux Sénégalais. Le Premier ministre devait faire la déclaration de politique générale pour qu'on puisse savoir quelles sont les orientations du Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde demande où est le projet. Oui, bon, c'est une question beaucoup plus politique que n'importe quoi, mais en tout cas, c'est une question. Je pense que oui. C'est une question. C'est une question, oui. Bon, je pense qu'actuellement, 6 mois, c'est quand même pas beaucoup pour un État. Ils viennent de commencer. Mais la DPG donne les orientations. Oui, ça, bon. On n'en a pas encore. Oui, d'accord. Je pense qu'ils doivent le faire si la loi le dit. C'est clair qu'ils doivent le faire. Je ne sais pas maintenant est-ce qu'ils sont prêts ou la politique l'interdit. Mais toujours est-il que je voudrais revenir un peu à l'Assemblée. Mais l'Assemblée a été dissoute. On ne peut pas faire une DPG devant qui?
Oui, bon. Mais je pense que c'est des questions beaucoup plus institutionnelles. On va regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais je reviens un peu sur l'économie. Bon, j'ai vu le ministre de l'économie qui a parlé, par exemple, des déficits publics et a parlé aussi du niveau de la dette et tout ça. Bon, là, quand j'étais à l'université, il y avait un cours on disait c'était micro aspect of macro, les aspects micro de la macro. Et on parlait par exemple, que debt policy does not matter. Les politiques de la dette, c'est pas très important. Aujourd'hui, s'endetter, c'est pas un très grand fardeau. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la moderne. Il faut une dette utile. Il faut une dette utile. C'est quoi une dette utile? On voit que si, par exemple, vous pouvez créer de la richesse, un taux de croissance plus élevé que ton taux d'intérêt, ton endettement est bien. Si, par exemple, tu t'endettes et que tu es plus capable, l'État est capable d'investir jusqu'à ce que, par exemple, créer de la richesse et que le taux de croissance dépasse les taux d'intérêt, ça, c'est une dette qui est utile. Ça peut se faire. Et aujourd'hui, il y a même des analyses que je vous dis. Bon, là, on rentre dans la macroéconomie. Vraiment, il y a 2 économistes en 2017 qui se sont rencontrés au Patterson Institute. L'un, c'était Larry Summers, qui a été le Secretary of Treasury de Bill Clinton, et l'autre, c'est Olivier Blanchard, un Français qui a travaillé à Harvard et au FMI. Il parlait, par exemple, de la dette par rapport à la croissance. Et donc, la science a démontré, pendant les discussions, ils ont aussi parlé des déficits publics et du niveau de croissance. Et Olivier Blanchard a levé un point pour dire que, OK, il y a un niveau même d'endettement où, quand tu as une croissance, OK, le déficit converge. C'est-à-dire que le déficit converge et le ratio PIB et la dette convergent. Donc, ça ne doit pas faire peur. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? Changer nos institutions économiques. Travailler d'une autre façon. Ne pas juste suivre un autre pays, ce qu'il fait, tu le fais. Par exemple, je te donne un exemple sur l'Institut du pétrole, l'Institut français du pétrole, ils ont carrément dupliqué ça. Tu vois, ici, alors que nous n'avons pas les mêmes façons de faire et les mêmes façons de penser. Donc, il faut vraiment innover, repenser l'État. C'est cette question que beaucoup de Sénégalais se posent. Oui. Le paysan de Marsassoum aujourd'hui, lui, il veut savoir la dette qu'on a prise, qu'il va payer. Le président? Le paysan de Marsassoum, oui. La dette qu'on a prise, qui est à son nom. Oui. Est-ce que cette dette-là a amélioré sa vie? Oui. Est-ce que ça lui a permis d'amener ses enfants à l'école, de mieux les éduquer, de mieux se soigner? C'est une question importante. Je reviens encore sur le fait que s'endetter peut être utile. Aujourd'hui, tu ne peux pas fuir l'endettement. OK? Il y a 2 sources de dette, Alassane. Je le mentionne encore. Il y a les dettes qui sont sur le marché financier, dont on parle, les eurobonds et tout ça. Il y a l'autre dette qui sont des dettes structurées, qui peuvent être bilatérales ou multilatérales dans les institutions financières internationales. Donc, la dette sur le marché, je reviens sur ça. Ça, on doit faire attention sur ça. Pourquoi? Parce que c'est conduit par les anticipations et l'information. Toute information qu'on parle de cette dette-là, on doit bien le voir, puisqu'il y a des détenteurs de l'actif qui sont sur le marché, et que s'ils entendent des informations qui peuvent venir de haute autorité, ils peuvent s'ajuster tout de suite, et ça peut amener des problèmes. Donc cette dette-là, sur le marché, qui est en l'occurrence les eurobonds, on doit les laisser carrément, parce que c'est associé à des taux d'intérêt volatiles. Pour le paysan, s'endetter, OK, au niveau de l'État, investir dans l'agriculture, c'est utile. Si, parce que l'agriculture, si ça marche aujourd'hui, bon, je sais que Grand Khouma est là, mais aujourd'hui, si l'agriculture marche, aujourd'hui, ça peut amener beaucoup de choses pour nous. Ça fait une différence énorme dans nos politiques budgétaires. Donc, cet endettement-là, le paysan de Marsassoum, clairement, il peut le voir. Maintenant, une décision économique prend du temps. Un temps de latence, to kick off, to kick in, tu vois. Donc, ce temps de latence-là est très important. Il faut quand même donner un peu de temps c'est ça, aux faiseurs de politique. Justement, le nouveau gouvernement a dit qu'il veut une transformation systémique de l'économie sénégalaise, de l'économie endogène, par rapport à nos propres valeurs. Comment justement instaurer une économie transformationnelle? Par le Sénégal, on a constaté que les produits sénégalais sont exportés et reviennent manufacturés. Comment faire pour que ce qui est produit ici soit transformé ici et qu'il y ait une chaîne de valeur? Voilà, c'est ça. En fait, vous savez, la macroéconomie, contrairement à la micro c'est au niveau entreprise. La micro, c'est plus facile à faire bouger tout de suite au niveau des indicateurs. La macroéconomie, c'est un peu comme le paquebot ou le porte-conteneur
20 000 ou 30 000 conteneurs, circuit Dakar pour Abidjan, il va atteindre sa vitesse de croisière après la Gambie. C'est beaucoup plus lent, ça prend plus de temps pour se lancer. Donc, le projet de transformation systémique, ça vise à ce que la transformation se fasse de manière holistique, c'est-à-dire 360. Ne pas prendre les secteurs de manière isolée, mais les prendre ensemble parce qu'ils sont imbriqués. Transformer le secondaire suppose effectivement transformer le primaire en termes de production, en termes de rendement, en termes de qualité de production. Donc tout ça, et ensuite transformer donc la partie donc, en aval, qui est la partie tertiaire. Mais ça prend du temps à se mettre en place. Ça prend du temps pour déjà définir les leviers, les indicateurs, et commencer à mettre en route maintenant la musique. Il nous l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois. En 6 mois, vous ne jugez pas un gouvernement. D'ailleurs, quand vous regardez au sein de l'opposition, ce qu'on peut appeler les hommes d'État, c'est-à-dire qui ont géré Idrissa Seck, Amadou Ba, Ali Ngouille et autres, vous ne les entendez jamais juger le gouvernement sur les 6 mois. Ils savent qu'on ne peut pas juger un gouvernement sur 6 mois, quel qu'il soit. C'était valable pour Macky Sall, c'était valable pour Abdoulaye Wade, c'est valable pour ces gens qui viennent d'arriver. Ils ont au moins besoin de 1 à 2 années pour commencer à mettre en musique. Mais la situation du Sénégal est très grave. En fait. Parce que c'est vrai que vous avez posé la question de l'impact de l'endettement sur le paysan. Si la dette, comme dit, n'a pas été une dette utile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été investie dans des infrastructures capables de générer de la transformation de valeur ajoutée, de générer la capacité du pays à exporter, de générer la capacité du pays à créer des emplois, cette dette devient finalement une dette problématique. Ça devient un boulet. Et nous sommes en train de tirer ce boulet. Et il faut maintenant voir, à partir du 7 octobre, quand le gouvernement mettra en place son projet de solution, parce qu'en fait, ce que le monde attend maintenant, c'est oui, vous avez donné la vérité, vous avez dit la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je vais rassurer les Sénégalais sur ce plan. Ce qui s'est passé au niveau des obligations, c'est vrai, c'est quand il y a une menace sur un produit que vous avez acheté et dont vous n'êtes plus très sûr, la réaction est plutôt de s'en débarrasser, de dire je vends ça. Voilà. Donc les eurobonds, comme il disait Ibnou, on les transforme en obligations et on les achète et on spécule avec. Mais par exemple, le lendemain de la déclaration du gouvernement, le Sénégal voulait 35 milliards sur le marché de l'UEMOA. On lui a proposé 47 milliards. Il a pris 38. Donc ça veut dire qu'en fait, en termes de confiance, il n'y a vraiment pas d'impact à ce niveau-là. Mais en taux élevé, en taux de 6%. Hein? Oui, mais actuellement, le marché achète autour de 7% actuellement. Parce que la Banque centrale a relevé son taux d'intérêt. Et la raison pour laquelle la Banque centrale relève les taux d'intérêt, c'est pour éviter l'inflation, c'est pour éviter... Parce que notre économie telle qu'elle est structurée, si vous mettez beaucoup d'argent dans le marché, ce sont les importateurs qui vont s'en servir. Et les importations, ce n'est pas bon pour un pays. Mais comment faire pour inverser la tendance? Ah ben ça, maintenant, c'est ce qu'il faut, c'est un plan. Et un plan, c'est quelque chose qui se prépare. Ça ne peut pas se faire en un an. Parce que déjà, si vous voulez même créer des zones industrielles, vous avez besoin de 9 à 10 mois pour les construire, les zones industrielles. Ensuite, vous amenez les usines à l'intérieur. Vous avez besoin au moins de 9 à 12 mois parfois pour construire l'usine. Et ensuite, que cette usine commence à produire vers des marchés que vous maîtrisez. Parce que la chose la plus facile actuellement dans le monde, et souvent les gens l'oublient en parlant de chaîne de valeur, et nous y travaillons depuis bientôt 3 ans, la chaîne de valeur, elle est commandée par un marché. Bien sûr. Si vous n'avez pas de marché, vous allez produire, ça va vous rester entre les mains. Et les marchés maintenant, comme on dit, c'est des marchés globalisés. Le Sénégal fait partie du marché mondial. Parce qu'en fait, nous avons des produits qui nous viennent d'Asie, du Sri Lanka, de partout, qui sont sur le marché. Il faut que nos entreprises déjà soient capables de combattre ces produits qui viennent chez nous, avant de sortir. Donc ça, c'est le problème que nous avons. L'ANSD a produit les chiffres. Les Sénégalais sont de plus en plus pauvres. Il y a de moins en moins d'emplois. Au début du PSE, notre balance commerciale était à 1300 milliards négatif, moins 1300 milliards de déficit. Actuellement, nous sommes à 3083 milliards à fin 2023 de déficit. Au premier semestre de 2024, nous sommes à 1700 milliards. Ça veut dire que nous allons vers une balance déficitaire commercialement de peut-être près de 4000 milliards. C'est une catastrophe. Et ça, il faut une inversion. Mais une inversion qui ne se fera pas, effectivement, donc de midi à 14h. Donc justement, face à cette catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser les choses, pour que le Sénégal retrouve
sur ses deux pieds et surtout quels sont les avantages comparatifs sur le plan économique que le Sénégal doit proposer au monde. Par exemple, ce qu'il vient de dire là, si vous voyez, ça veut dire que ça neutralise la croissance. Si vous avez un déficit commercial qui est élevé, vous devez le calculer par rapport au PIB, tout ce que vous avez comme croissance, ça disparaît complètement. Mais est-ce qu'on produit? Non, il faut vous avez chaque année 1070 milliards de francs CFA d'importation en produits alimentaires. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser cette tendance? Bien sûr. Pourquoi on continue toujours à importer du riz, à importer la farine, à importer du blé? Qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain de façon concrète? Depuis mes cours d'économie ici au Sénégal, j'ai toujours entendu parler de la politique de substitution d'importation. Ils ont toujours dit ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? Les politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, on doit réinventer l'État. On ne peut pas vivre comme les années 60, 70. Non, c'est différent. Même les instruments financiers qui existent aujourd'hui, personne ne pouvait même penser à ça. Aujourd'hui, il y a des véhicules financiers extraordinaires. On doit repenser l'État. On doit s'asseoir et faire une nouvelle république, mettre en place une nouvelle république, une autre façon de faire. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Regardez par exemple, si on parle de l'inflation cible au niveau de la Banque centrale, on dit que c'est 2%, 3%. Je suis désolé, ça ne peut pas être. Le taux d'inflation ici n'a jamais été bien calculé. Puisque quand Abdoulaye Wade est venu ici, il finançait l'économie par quoi? Pour stimuler la demande. Tout simplement, Abdoulaye Wade ne s'est jamais concentré dans l'offre. Et c'est l'offre qui fait cette politique de substitution des importations. D'accord, on pourrait entendre que je suis un économiste de l'offre, comme on dit en anglais, supply side economist. Peut-être je le suis, mais ce que j'ai dit aujourd'hui, je sais qu'ici, l'inflation est beaucoup plus élevée que ce qu'on dit aujourd'hui. Une autre chose, c'est quoi? Une autre chose que je vais dire. Regardez par exemple, pour le mesurer. Si je vous demandais quel billet de banque vous voyez le plus, parmi les 10 000 jusqu'à 500 francs, qu'est-ce que vous voyez le plus? Les 500? Oui. Dans une économie normalement distribuée, c'est le billet médian qui doit exister plus. Cela veut dire que si vous allez aux États-Unis, le billet de $20, c'est ça que vous allez voir plus parce que c'est vraiment le billet médian. Si vous allez en Europe, ce serait les 20 €. Ici, le billet que tu vois le plus, c'est les 10 000. Les 10 000, vous sortez, vous demandez la monnaie, c'est extrêmement difficile. Alassane, vous ne vous rappelez pas, un jour, je suis venu en vacances ici. Vous m'avez invité, ça fait quand même à peu près 20 ans. Je suis venu et je vous rappelais ça parce que j'avais des difficultés d'avoir de la monnaie. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une inflation extraordinaire. Ici, l'inflation n'est pas bien mesurée. Et l'inflation, si ce n'est pas bien mesuré, tu ne peux pas connaître ton taux de chômage. Puisque dans les économies classiques, on dit qu'il y a un trade-off entre ces deux-là. Donc c'est la mesure de l'inflation et du chômage. On essaie de le caler à ce qu'on appelle le non-accelerating employment inflation rate. Donc qui nous montre quel besoin d'inflation tu as pour alléger le chômage ou laisser le chômage augmenter. Donc l'inflation ici, c'est pas bien mesuré et je le dis haut et fort. Le pays est en inflation accélérée. Mais pourquoi on ne produit pas assez dans ce pays pour nourrir le pays? Oui, en fait, les systèmes de production, on les appelle les systèmes de production. Je vous ai dit tout à l'heure, en 2017, j'ai commencé à douter des chiffres donc, du PSE, parce que l'agriculture, je connais un peu, je suis né là-dedans. Je suis fils de paysan, donc j'ai tiré le cheval pour semer, j'ai tiré le cheval pour sarcler. Ensuite, j'ai été aussi derrière le semoir pour semer, derrière la houe pour sarcler. Donc, je connais un peu avant d'avoir fait des études d'agronomie. Quand je passais devant des champs d'arachide et de mil dans mon Bawol natal avec les sols lessivés et qu'après je voyais des rendements de plus d'1 tonne hectare, même pour la zone du Ndiambour, je me dis non, on a privilégié effectivement le discours politicien à la réalité du terrain. L'agriculture ici a souffert presque d'un abandon après les plans d'ajustement structurel. On a fait disparaître ce qui faisait effectivement l'encadrement paysan. Les coopératives ont disparu, le service semencier a disparu, l'ISRA est tombé en désuétude. C'était un fleuron, c'était vraiment le moteur et l'architecture de l'agriculture tombé en désuétude. Et on a laissé effectivement les paysans à qui mieux, c'est parce que l'agriculture, c'est 65% de la population. Si elle ne fonctionne pas, le pays ne peut pas fonctionner. C'est clair. Et au niveau des productions agricoles, on a dégringolé. Malgré les chiffres officiels qu'on donnait, ce n'était pas effectivement ce que le Sénégal produisait.
Et on a commencé à importer. C'est-à-dire, comme vous avez besoin de manger, si vous n'avez pas suffisamment de production entre les mains, vous importez. Ce qui s'est passé. 1070 milliards. Oui, par an. De produits alimentaires. Là-dedans, il n'y a pas la pharmacie, il n'y a pas de carburant. Parce que si on additionne tout ça, on est au-delà de 6 000 milliards. Ce qui fait que ça donne effectivement ce déficit de 3 000 milliards de balance commerciale. Et ça te montre la mauvaise santé de l'économie sénégalaise après le PSE. C'est-à-dire un programme sur 12 ans qui a été financé par un endettement massif qui n'a produit ni exportation, ni emploi. Et vous savez, comme il dit, nous ici on parle beaucoup de croissance. Dans les pays développés, on parle très rarement de croissance. Aux États-Unis, tous les mois, ce qu'on regarde, c'est emploi créé, emploi détruit. The labor market. Labor market. C'est ça qui fait le développement d'un pays. Quand un pays va vers le plein emploi, tout le monde est content, parce que personne n'a le temps de personne d'ailleurs. D'ailleurs, vous-même, si vous convoquez pour une marche dans la rue, personne ne vient, les gens sont au boulot. Donc, c'est ça, en fait, le chantier. Le chantier, c'est job creation. C'est la création d'emplois. Et c'est même pas la peine de dire emploi pour les jeunes. Nous avons une structure pyramidale de la population qui fait que si on crée de l'emploi, c'est d'abord pour les jeunes. Donc, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Et moi, j'ai quelques avis là-dessus. Généralement, je n'en parle pas au niveau des micros, mais il faut qu'on fasse vite. Comme on dit en anglais, the clock is ticking. C'est une bombe à retardement. C'est-à-dire, si dans les 5 ans qui viennent, on n'a pas senti une inversion de la courbe du chômage, par une création massive d'emplois, par le secteur manufacturier. Et c'est là où l'un des premiers échecs et des plus grands échecs du PSE, c'est que le secteur secondaire qui devait être transformé n'a pas bougé. Après 12 ans d'investissement, on était à 25%. Quand Macky Sall quitte le pays, on est encore à 25%. Et on est à 25% parce que le secteur extractif a progressé. Mais le secteur manufacturier lui-même, là où on fabrique donc les biens manufacturés, il est passé de 20% à 14%. C'est très très mauvais comme résultat. Et c'est pour ça que le pays souffre. Un pays se développe s'il crée des emplois, s'il donne du pouvoir d'achat et des moyens de consommation. Oui. Il a parlé des États-Unis, de la France, entre autres. Mais le constat qu'on fait dans ces pays, sur le plan économique, même s'il y a des variations dans la méthode, dans la stratégie, il y a quand même un consensus national sur des questions essentielles, comme l'économie. Chaque pouvoir qui vient essaie de poursuivre, de faire avancer des choses. Mais au Sénégal, on a l'impression qu'on s'entend sur rien. Que les politiciens ne s'entendent sur rien, qu'on fait que la politique 24 heures sur 24, on parle rarement d'économie et puis des questions essentielles. Oui, merci beaucoup. Je vais profiter de l'occasion pour conseiller les nouvelles autorités. Pourquoi pas créer ce qu'on dit aux États-Unis, par exemple, de Council of Economic Advisors. Pourquoi pas le créer? Par exemple, un conseil où, au lieu d'être conseil économique et social qui a plus de 100 membres, prendre par exemple 7 membres d'économistes de grande envergure dans le pays et en faire une branche de la présidence qui fait un rapport tous les mois sur l'état de l'économie. Ce serait très bien pour les nouvelles autorités de le faire aujourd'hui. Là, je vais sauter encore sur ce que Gambay a dit, parce que la démographie. La démographie aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est les anglophones. Ils parlent beaucoup de démographie. Et ils ont segmenté, depuis la Première Guerre mondiale, les générations et les habitudes sociologiques. Si on n'avait pas fait de la socio-économie, les sociologues, c'est le temps. Aujourd'hui, si vous voyez par exemple, comme les Américains innovent tout le temps, ils sont en train beaucoup de parler des générations. Ils parlent par exemple de les baby boomers, parlent de ce qu'on appelle les Gen X. Gen X, c'est ceux qui ont 60 à 80. Les millénials, c'est ceux qui ont nés entre 80 et 2000. Et après ça, vous avez les Gen Z. Et il y a des habitudes sociologiques extraordinaires aujourd'hui que l'économie prend par rapport à la démographie. Et ça, on doit bien le regarder aujourd'hui. Cependant, je reviendrai encore sur le pays. Qu'est-ce qu'on devrait faire sur cette nouvelle république? Il est extrêmement important de prendre les forces vives de la nation et de réinventer l'État. Ne pas juste suivre quelqu'un. Nos habitudes sociologiques, socio-économiques, c'est différent de la France. D'accord, nous sommes des partenaires, nous devons travailler ensemble, d'accord. Mais la culture est complètement différente. Nous devons nous asseoir et parler de cela, définir des objectifs clairs par rapport à notre culture. Ça, c'est extrêmement important. Regardez, par exemple, sur les institutions économiques et financières aujourd'hui. Mais les véhicules financiers changent tout le temps. Aujourd'hui, je parle de l'énergie, par exemple. On essaie de s'intégrer avec la CEDEAO. Mais tous les instruments qui ont été créés dans cela
c'est juste quelque chose qu'on doit aller apprendre, qu'on doit mettre en place pour nous adapter à la nouvelle économie. Ok? Créer des choses qui sont... Éviter les goulots d'étranglement qui asphyxient notre pays. C'est vraiment important dans ce sens-là, Hassan. Mais le fond de la question toujours est-il que comment faire pour que le Sénégalais vive mieux? Parce que c'est vrai, les intellectuels parlent flou, des orientations en parlent, mais le constat que les Sénégalais ont fait, que les politiciens passent leur temps à faire de la politique, eux, ils continuent à vivre leur misère, à encore vivre dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète pour que les gens sortent de la pauvreté? C'est une question extrêmement importante et très 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 difficile à répondre autour d'un plateau parce que la pauvreté, c'est quelque chose de très complexe. C'est vrai que quand je dis qu'il faut créer des emplois, c'est une réponse d'économiste. Mais il y a le how, le comment. Parce qu'en fait, la création d'emplois ne se fait pas, comme on dit, overnight. C'est-à-dire, il faut trouver déjà les secteurs porteurs. Il faut s'assurer que la production est une production compétitive. Si elle est compétitive, est-ce qu'elle peut aller conquérir des marchés? Ça demande des préalables. Ça demande des préalables. Par exemple, si vous prenez... Les infrastructures disponibles, il y a les infrastructures. Le coût de l'énergie, voilà, le transport. C'est clair. C'est-à-dire, vous avez effectivement listé ce qu'on appelle les facteurs clés de succès transversaux. Le capital humain, il faut qu'il soit formé. Absolument. Les facteurs de production, il faut effectivement qu'ils soient des facteurs de production, comme on dit, business friendly. C'est-à-dire que ce soit des facteurs de production qui font que si Ibnou veut s'installer pour créer une industrie, il sait effectivement qu'à la sortie, ses produits seront compétitifs. Toute qualité, comme on dit, il peut les vendre sur le marché. Absolument, sur les marchés, parce qu'ils seront compétitifs sur le plan du prix. Parce que c'est vrai que le prix n'est pas toujours le facteur le plus important, mais le facteur de production ne sont pas les éléments les plus importants pour définir un prix de sortie usine, mais ils sont quand même déterminants parfois. Et dans nos pays, l'énergie coûte cher. Nous sommes très extrêmement chers. Nous sommes 13 fois plus chers au niveau du kilowatt industriel que l'Algérie. 3 fois plus cher que la Côte d'Ivoire. 8 fois plus cher que l'Éthiopie. Ça vous donne une idée tout de suite du fait que nous avons des préalables à régler. C'est-à-dire la question de l'énergie, la question du foncier, la question des infrastructures pour accueillir les entreprises. Tout ça, en fait, doit faire l'objet d'un consensus national pour dire, sur le plan du foncier, toutes les politiques mises à part, on doit régler ces questions-là parce que c'est des questions qui doivent concerner l'ensemble de la population. Absolument. Et ne pas les régler, c'est ne pas régler la question de l'agriculture, ni l'industrie, ni l'élevage. Donc ça, les consensus, on peut en avoir. Mais il faut qu'on accepte parfois d'oublier les habits politiciens, pour nous dire, il y a des choses sur lesquelles, quelle que soit la pensée, quelle que soit la pensée économique, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Et ça, c'est un socle sur lequel nous devons être d'accord. Il faut régler ce problème-là. Absolument. La question de l'énergie, il faut la régler. La question du foncier, il faut la régler. La question de la formation, la question de l'école, on doit dépolitiser cela. La formation des hommes et des femmes, c'est essentiel après pour que les gens puissent appartenir à gauche, à droite. Il faut déjà... Et que la formation soit adaptée aux besoins de l'économie. Absolument. Il faut que ce soit adapté, il faut répondre aux besoins de l'économie pour former les gens. Mais il y a des formations qui sont complètement actuellement désuètes. Complètement désuètes. Lui, il vient des États-Unis, il sait qu'il y a des choses sur lesquelles les Américains ne perdent pas leur temps. Ils vont vers l'essentiel. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on doit pouvoir trouver des consensus forts. Et c'est pour ça que moi, je suis content de voir des personnes qui ne sont pas membres d'un parti politique occuper des fonctions de ministères clés, comme Abdourahmane Diouf, qui n'est pas de Pastef, il est allié mais il n'est pas de Pastef. Moustapha, il est associé à Pastef, il n'en est pas membre au début. Mabouba Diagne, et ainsi de suite. Donc, pour moi, ça c'est important de pouvoir dire, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas besoin d'être avec moi. J'ai besoin de ton expertise. J'ai besoin de tes compétences, mets-nous-les à disposition. Mais quelle est l'intelligence stratégique que le nouveau pouvoir doit développer, justement dans ce sens-là, qui est un consensus autour de l'essentiel? Moi, je reviendrai encore sur quelque chose. Vous voyez, Hassan, sur l'emploi. Aujourd'hui, je pense que on a mis l'anglais au primaire, mais je pense qu'on devait l'ériger en langue officielle. L'anglais? L'anglais. Il n'y a pas un jeune ici qui va chercher du travail, de cadre, position de cadre, et qu'on ne te demande pas l'anglais. Et regardez la population. Par exemple, si vous rentrez vers la VDN, vous venez vers Dakar, de gauche à droite, comptez les nombres de signes que vous voyez en anglais.
Donc la population va plus vite que l'État. C'est pas quelque chose qu'on doit émettre au primaire, tout simplement. Mais on doit l'ouvrir. C'est pas, bon, peut-être le pacte colonial nous invite à avoir le français comme langue officielle, mais aujourd'hui, eux-mêmes les Français, ils savent que ce tout-là arrive à un niveau de risque tel que... Mais il y a aussi ceux qui prônent aussi l'introduction des langues nationales. Oui, les langues nationales, c'est important. C'est important. Mais l'anglais, pour le reste du monde, et aujourd'hui, pour étudier même, tous les... En finance, par exemple. Mais il y a des cours qui ne peuvent pas se donner comme ça en français. Je suis désolé, il y a des cours même que vous voyez que la traduction française n'est pas cela en anglais. Vous voyez, donc, par exemple, quand on parle des marchés financiers, mais c'est difficile d'enseigner l'informatique. C'est difficile, l'informatique, pour être un bon programmeur. Mais il faut que tu parles anglais. Donc, ce n'est pas une question de sens de l'orgueil mal placé. Vous voyez, je veux dire, l'anglais est important. Ce n'est pas presque pas pour nous. Mais vous voyez aussi les écoles. Regardez les écoles. C'est quelque chose de stratégique. Mais oui, les écoles, tous ceux qui sont les membres du gouvernement, il y a beaucoup de gens qui amènent leurs enfants à l'école bilingue. Alors, pourquoi les autres? Les enfants de la banlieue, les enfants des villages et tout ça, pourquoi? Donc, ça doit être érigé en langue officielle. Et tout le monde comprend qu'aujourd'hui, si on le fait, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un d'autre. C'est extrêmement important. Donc, le marché du travail, ça aussi, au niveau des cadres, c'est vraiment important pour les jeunes. D'ailleurs, je le dis toujours à mes étudiants. Vous voyez, il y a des cours que je donne, que ces cours-là, c'est difficile pour moi de le donner, par exemple, en français. Parce que moi-même, je ne comprends pas le français assez pour pouvoir traduire ces termes-là. Donc, c'est extrêmement important. Là où je mettrais peut-être un petit bémol, c'est le fait de faire de langue une langue officielle. C'est-à-dire, pour moi, il faut que les gens apprennent dans leur langue. Mais qu'on leur donne l'occasion de parler d'autres langues. D'autres langues, oui. Les Chinois étudient en chinois. Mais pas l'anglais. Les Arabes étudient en arabe. Les Coréens en coréen, mais ils savent qu'il faut parler d'autres langues importantes. Non, ce n'est pas d'autres langues, c'est l'anglais qu'ils parlent. Oui, c'est-à-dire que si vous allez en Chine, c'est anglais que tu Oui, mais maintenant, vous savez que le monde est en train même de s'adapter à parler chinois. Mais c'est bien. Oui, moi, ce que je dis... Les gens vont, c'est les vases communicants, hein, les gens maintenant se rendent compte que le monde va vers la Chine, qu'on le veuille ou pas. Oui. D'accord, après le mandarin. S'ils sont là, d'accord. Moi, nous avons nos langues. Oui. Mais quand tout le monde parle une langue, on doit s'adapter. Bien sûr. C'est ça. L'autre risque que je vais dire, rapidement, il faut regarder sur la guerre en Ukraine. Tu sais, nous avons arrimé notre monnaie par rapport à l'euro. Vous voyez? Et si la Russie gagne cette guerre-là, regardez l'euro. Donc on doit se préparer sur ces risques-là. C'est extrêmement important. Au cas où, oui, absolument. Merci infiniment, Mbaye Sylla Khouma, économiste de développement, consultant international en promotion des investissements et développement du secteur privé, PCA d'Isra. Merci aussi à Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie spécialiste des risques financiers. À la technique, Amadissi, micro Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous.